Mettez-vous d'accord, 9h-10h, Patrick Roger. Oui, Patrick Roger, Valérie Expert, un petit peu de repos, mais elle reviendra, je vous rassure. Et donc, je suis avec vous jusqu'à 10h avec vos invités avant de retrouver tout à l'heure Jean-Jacques Bourdin de 10h30 à 12h30. Jean-Jacques qui recevra notamment Michel-Édouard Leclerc de 11h à midi, grand entretien. Et vous pourrez directement lui poser les questions parce que il prédit un tsunami des prix de l'inflation pour 2023. On a déjà vu les prémices, si je puis dire, parce que quand vous allez faire vos courses, vous l'avez vu, il y a des produits où il y a eu des augmentations incroyables, bien sûr. Donc, vous pouvez poser vos questions, 0826 300 300. Jean-Jacques les prendra tout à l'heure de 11h à midi. Un autre rendez-vous aussi qu'on vous donne sur Sud Radio, de 12h30 à 14h. André Berkoff, qui sera en direct des États-Unis, de Washington, et puis ça nous permettra de décrypter avec lui ce qui s'est passé aux États-Unis. On en parlera d'ailleurs peut-être aussi dans un instant avec l'ensemble des débatteurs, avec une vague rouge qui est beaucoup moins forte que prévu et une grande résistance de Joe Biden. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On l'évoquera tout à l'heure. Et puis avec André Berkoff de 12h30 donc à 14h. Les débatteurs ce matin qui sont là avec Judith Ventrop. Bonjour Judith. Bonjour. Bonjour, ça va bien ? Très bien. Frisqué ? Non, oui. Ça va. Écoutez, les températures sont quand même correctes. Il J'ai fait bon attendu ici. très très longtemps. Vous avez entendu très très longtemps. Pascal Bataille, À cause bonjour. de la grève. Animateur, producteur, chef d'entreprise. Et puis Michel Taube également, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour. Et nous attendons Samuel Lafont aussi, qui sera avec nous dans quelques minutes. On va faire un tour de table avec vous sur vos coups de cœur, vos coups de gueule autour de l'actualité. Évidemment, actualité, on reviendra tout à l'heure sur la fermeté affichée aussi de Pape Ndiaye. En tout cas, à travers une circulaire sur la laïcité. On y reviendra. Les élections aussi américaines. Avant cela, petit tour de table. On commence par vous, Pascal. Alors moi, j'avais un petit coup de cœur pour Didier Deschamps et le fait qu'il ait sélectionné ce qui devenait un secret de polichinelle, mais quand même Olivier Giroud. Pourquoi ? Parce qu'à la fois j'adore le joueur et je pense que c'est de bon augure pour l'équipe de France, lauréat de ce mondial, mais surtout parce que pour moi, Giroud c'est un symbole. C'est un symbole de trois valeurs qui sont un peu trop oubliées de nos jours. D'abord la performance, le goût du travail et de la performance. Deuxièmement, le sens du collectif et de l'équipe. Et troisièmement, la bienveillance. Voilà. Et pour moi, Giroud, il incarne ces trois valeurs de façon assez exemplaire. Et je trouve que on aura l'occasion certainement d'en reparler dans les thèmes que nous aborderons aujourd'hui. Des valeurs qui malheureusement aujourd'hui sont trop souvent oubliées. Une forme un peu de résilience aussi, parce que Giroud, à un moment donné, on l'avait complètement enterré. On disait, il a 36 ans. 36 ans pour un footballeur, c'est quand même un peu vieux, même si on le voit avec aujourd'hui certains joueurs qui sont au-delà. Je ne sais pas si Cristiano Ronaldo je crois qu'il a le même âge, Messi aussi, mais et finalement il montre que à force de travail, d'acharnement, etc., on peut rester en fait à un haut niveau. Et d'abnégation, parce que c'est quelqu'un qui a jamais cherché à briller lui-même, qui s'est toujours dévoué pour l'équipe. Sa façon de jouer est de ce point de vue-là assez incroyable. Et je trouve ça très bien que Didier Deschamps finalement soit revenu et d'ailleurs avec beaucoup d'intelligence et son sens de l'adaptation, comme il l'a dit hier soir. Je sais m'adapter et je sais changer d'avis quand il le faut. Oui, parce qu'il avait dit que il ne prendrait pas Giroud si c'était uniquement pour qu'il fasse banquette, qu'il soit remplaçant. Voilà. Il dit il a pas ce statut. Finalement, il sera remplaçant. Il sera très certainement souvent remplaçant, mais je pense qu'il va rentrer en cours de match à plusieurs reprises. Michel Taube. Didier Deschamps est très pragmatique. Il avait longtemps écarté Benzema, il l'a réintégré il y a un peu plus d'un an. Et concernant Olivier Giroud, effectivement, je pense que c'est un footballeur exemplaire qui détonne avec d'autres footballeurs. Et les trois valeurs que vous citiez, la performance, le sens de l'équipe, la bienveillance, c'est plus particulièrement dans le foot qu'elles ont du mal à être entretenues et respectées. On voit tous les problèmes qui secouent actuellement le monde du football, que ce soit en France ou au niveau international. Donc je pense que c'est un super coup de cœur que vous avez. On pourrait les appliquer un peu mieux aussi à l'Assemblée nationale, Michel. Mais c'est sûr. Mais dans le foot, et puisque vous l'avez évoqué, il y a eu cette rivalité aussi, entretenue peut-être aussi par les médias, mais pas que. Giroud-Benzema, Et comme quoi on peut... finalement ne pas être les meilleurs amis du monde sans doute à un moment donné et puis après se réconcilier Et Giroud, faut pas oublier de dire, c'est le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France
de football dans l'histoire du foot français. Bon, Judith Van Tromp, ça vous passionne ou pas cette discussion là? Ça se voit, non, mais je peux vous parler de pétanque si vous voulez. Oui. Non, est-ce que vous regardez? Parce que après il y a l'autre question. Bonjour à Samuel Lafont qui nous rejoint. Il y a l'autre question d'ailleurs. Est-ce que il faut regarder ou pas cette Coupe du Monde? Il y a toujours les questions autour en fait. Chacun boycott, fait comme il veut. Oui, c'est ça. Non, mais alors quand on pose la question sur les réseaux sociaux, là, c'est quand même beaucoup sur une forme de finalement désintérêt pour cette Coupe du Monde dans vos entourages et vous-même. Judith Van Tromp, alors justement. Moi, de toute façon, je ne regardais pas, donc je vais pas me mettre à regarder. Vous allez regarder justement parce qu'on en parle, parce qu'il y a de la polémique, quoi. Non. Samuel Lafont. Je pense qu'on verra au moment Approchez-vous bien on verra au moment où la Coupe du Monde commencera véritablement. La réalité, c'est que si on avait voulu se plaindre du sujet de la Coupe du Monde au Qatar, il fallait le faire avant. Ouais. Maintenant, c'est un petit peu hypocrite. Oui, c'est un petit peu hypocrite. En même temps, ça permet peut-être de braquer les feux sur un certain nombre de sujets et de problèmes, quoi, non? Non, mais c'est un peu une Coupe du Monde honteuse que l'on va vivre. Mais la réalité, c'est que les footballeurs et le foot et le sport doivent être pratiqués. Et donc, ça va être un événement quand même. C'est l'événement mondial. Les Jeux Olympiques, c'est moins suivi que la Coupe du Monde de foot. C'est l'événement planétaire absolu. Donc je pense que ça va être un très très grand événement. Mais c'est vrai que ce sera un peu une coupe un peu honteuse. C'est-à-dire que évidemment, pour toutes les raisons qui ont été devant votre télévision, vous, Pascal Bataille, alors pour regarder les matchs, parce que finalement vous allez regarder. Quoi. Oui, je vais regarder. Après, comme le dit Judith, chacun fait ce qu'il veut et heureusement. Et je vais regarder, mais je trouve que votre réflexion était tout à fait juste, Patrick. Ça permet. On ne ressuscitera pas malheureusement les 6500 et quelques personnes qui sont décédées sur ces chantiers et on ne transformera pas d'un coup de baguette magique le Qatar en pays des droits de l'homme. Mais braquer effectivement les projecteurs sur les dysfonctionnements et sur les problèmes, ça au moins se mérite. Non mais attendez, moi je me permets de pas être d'accord. Si les problèmes posés par la Coupe du Monde ne se posaient que au Qatar, à la limite, on pourrait dire, comme vient de le rappeler pour la énième fois la ministre des Sports, à la limite, cet événement est fait pour encourager le Qatar à progresser sur le chemin du respect des droits de l'homme, etc. Mais c'est pas que ça le problème. Le problème, c'est que le Qatar n'est pas n'importe quel pays. C'est un pays qui, en France, produit des effets sur le sol français, en matière notamment de promotion de l'islam radical. On va parler tout à l'heure de laïcité. Mais pourquoi y a-t-il remise en question de la laïcité? Parce que vous avez des pays comme le Qatar, qui depuis des décennies, et moi je regrette que dans les critiques que l'on émet vis-à-vis du Qatar, on ne parle jamais du fait que le Qatar est un des acteurs très proches de l'Iran et de la Turquie, qui milite pour... Si on le dit beaucoup. Je suis désolé. Non, on ne le dit pas. Non, Patrick Roger, je suis désolé. Le seul argument, on dit violation des droits de l'homme, on dit gabegie environnementale, on dit présence économique du Qatar qui effectivement détient notamment 13% du groupe Lagardère. Alors là, avec la recomposition avec Bolloré, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais on ne parle jamais, je n'ai pas entendu un seul éditorialiste dire que le Qatar est un des principaux acteurs de la promotion de l'islam radical en France, en Europe et dans le monde. Et on va justement avec vous, Judith, sur votre coup de cœur. Alors c'est pour le pape. Oui, c'est pour le pape, c'est assez rare, mais ça m'arrive quand même. Vendredi, il était à Bahreïn pour une rencontre sur le dialogue entre l'islam et la chrétienté. Et il a tenu des propos que je n'avais jamais entendus dans sa bouche, ni dans la bouche d'aucun pape d'ailleurs. Je vous les cite. Il ne suffit pas de dire qu'une religion est pacifique. Il faut condamner et désigner les violences, qui agissent en son nom. Il ne suffit pas non plus de prendre de ses distances avec une intolérance et avec un extrémisme. Il faut agir dans le sens contraire. Et je trouve ça très salutaire que le pape tienne enfin un discours clair et sépare enfin les problèmes. Oui, c'était envers sur l'islam. Sur l'islam, quoi. Hein, bien sûr, quoi. C'était pas clair, pardon. Mais ça peut très bien aussi s'apposer d'ailleurs à la religion catholique et chrétienne. Ah, vous trouvez? Moi, j'ai pas vu de. Non, mais si. Patrick, j'ai pas vu de meurtre massif perpétré au nom du christianisme. Alors non, il n'y a pas d'équivalent. Il y a quelques années, il y en a eu quand même. Mais attendez, si on revient à certaines périodes. Quel est l'intérêt de votre remarque? Non, mais c'est de dire. Non,
mais c'était de dire peut-être qu'en fait c'est l'ensemble des religions. Chacun peut. Non, justement. Vous savez, cet argument faites le jeu des islamistes. Vous savez, en fait, cet argument marche pas du tout. Et on voit très bien sur les réseaux sociaux, quand les gens nous disent, enfin, une partie des gens disent, mais attendez, il y a peut-être des crimes ou des attentats qui vont être commis par des catholiques. La réalité, c'est qu'en France, qu'est-ce qu'on a subi? Des attentats islamiques et encore des attentats islamiques. Et la réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, on a commencé sur le foot tout à l'heure, et on est arrivé sur l'islamisation. La réalité, c'est qu'on a un autre sujet aussi, depuis la rentrée, c'est l'islamisation dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. J'insiste. Dans les écoles aussi. C'est de plus en plus jeune. Et la réalité, c'est qu'en fait, ça concerne qu'une seule religion. Donc je suis d'accord avec ce qu'a dit Judith Weintraub à l'instant, c'est qu'enfin le pape s'exprime sur le sujet, parce qu'on a l'impression qu'on se cache, alors que l'éléphant est au milieu du salon et qu'on ne veut pas voir la réalité. On a d'un côté une islamisation de la société, en même temps du salafisme, les frères musulmans qui se développent et des attentats islamiques sur notre sol. Et qu'est-ce qui pose problème ? En ce moment, c'est ça, et c'est pas le catholicisme ou d'autres religions. Judith Weintraub, vous pensez qu'il veut alerter aussi sur l'islamisation quelque part de l'Europe, quoi? À travers ça. Non mais. Vous voulez dire qu'il y a une querelle de boutique? Non mais. C'est ça. Non mais vous ne croyez pas? Oui, tout à fait. De toute façon, mais c'est d'ailleurs à ce titre qu'il y a trop souvent un silence chrétien, un silence catholique, parce que on considère que s'en prendre ou critiquer une religion en particulier peut rejaillir sur l'ensemble des religions. Ça marche aussi pour les juifs. Trop souvent, des dignitaires juifs. Bon, alors le judaïsme est organisé différemment, comme vous savez. Il y a une espèce d'alliance sacrée, parfois qui se forme contre la laïcité et dont l'islamisme est le seul bénéficiaire. Vous avez tout à fait raison. Moi, je voudrais rajouter deux choses. Vous vous rappelez, je suis le fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. J'ai beaucoup milité avec notamment des représentants de l'Église catholique, mais il a fallu attendre Jean-Paul II, c'est-à-dire plus de 2000 ans, pour que l'Église catholique, qui a été quand même la championne du monde de la pratique de la peine de mort sur l'Inquisition, pour qu'elle change de doctrine. Et le problème de l'islam aujourd'hui, c'est que justement, il y a des querelles internes très fortes pour qu'elle se modernise, comme le christianisme s'est modernisé en son temps, et le judaïsme. Et on n'en est pas là. Alors, il y a des pays... La religion est structurée très différemment. Oui, mais le judaïsme aussi est structuré différemment. Et aujourd'hui, vous n'avez aucun juif qui va tuer une autre personne parce qu'elle ne s'est pas convertie au judaïsme. Donc, au niveau de l'islam, il y a des rivalités. Il y a des pays comme le Maroc, comme Bahreïn qui est signataire des accords d'Abraham, mais c'est pas pour rien que le pape est allé au Bahreïn. C'est parce que le Bahreïn essaie qui sont un traité de paix entre Israël, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, et qui sont vraiment une lumière dans ce monde de folie dans lequel on vit, et qui annonce, à mon avis, de grands progrès, et qui justement, des pays comme le Qatar et d'autres essayent de freiner des cas de fer. Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous, Pascal Bataille, Judith Weintraub, Michel Taube et Samuel Lafont, 9h16 sur Sud Radio. Avec ce matin Pascal Bataille, Judith Weintraub, Michel Taube et Samuel Lafont, on en était au coup de cœur, coup de gueule, tour de table. On va poursuivre avec vous, Michel Taube. C'est un coup de cœur pour la corrida, c'est ça? Oui, en fait, c'est pour un peu alerter les auditeurs de Sud Radio. On risque de beaucoup parler de corrida dans les 10 prochains jours, parce qu'il y a Aymeric Caron, le célèbre Aymeric Caron, qui a été élu député parmi les Insoumis, qui a déposé une proposition de loi d'interdiction de la corrida. Et donc ça va venir à l'Assemblée nationale le 24 novembre. Donc c'était un peu pour alerter les auditeurs. Et en fait, ce qui moi m'étonne, c'est qu'en fait apparemment, mais c'est pas encore tout à fait acquis, il y a deux questions qui se posent. Bon, je pense pas que la proposition va passer, mais je pense même pas qu'elle sera discutée d'ailleurs. Mais il va y avoir justement, il y a débat parce qu'apparemment la niche est très encombrée et comme le gouvernement sait que c'est un sujet très délicat, ils vont essayer. Oui, mais surtout ce qui moi m'étonne, c'est d'abord il y a une discussion sur savoir qui au sein du gouvernement va répondre à Aymeric Caron. Est-ce que ça va être Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture? Est-ce que ça va être Éric Dupond-Moretti, qui est un grand amoureux de la corrida? Et la deuxième question, c'est, il semblerait qu'il ait été décidé de laisser une liberté de vote
à chaque groupe politique parce que il n'y a pas de consensus même au sein de la Macronie, même au sein de LR. Donc ça risque d'être assez amusant entre guillemets, sachant qu'il faut rappeler la loi. En fait, la loi interdit tout acte de cruauté sur des animaux, sauf si il y a des traditions ancestrales constantes. Ça, et donc la corrida étant une tradition ancestrale dans certaines régions, notamment en Camargue, elle est autorisée. Et Aymeric Caron veut remettre ça en cause. Mais ce qui moi m'amuse quelque part, c'est que ça pourrait devenir presque une question de conscience posée à chaque député, de chaque sénateur de la nation. Ça. Et en plus, il y a des clivages à l'intérieur, ce que vous disiez, à l'intérieur des groupes, bien sûr. J'ai dit le 23. Et justement, à cause de ces clivages qui sont en général régionaux, Aymeric Caron s'est vu reprocher d'avoir oublié les combats de coqs. Il ne veut pas interdire les combats de coqs dans sa proposition de loi. Et il est très très embêté parce que quelqu'un a mis le doigt sur ces contradictions. Il a dit bon, ça viendra, mais il y a des députés du Nord chez nous qui prennent pas la chose très bien. Tu m'étonnes. Et surtout qu'Aymeric Caron fait partie d'une famille politique qui tous les jours défend le multiculturalisme, défend les combats de coqs et les pratiques, le respect des cultures. Non, après, sur la corrida, il y a des choses qui peuvent s'entendre encore en fait aujourd'hui, quoi. C'est vrai sur la corrida et donc et même les gens, par exemple quelqu'un comme Robert Ménard qui est à Béziers évidemment où il y a des corridas, lui-même fondamentalement il est un peu contre la corrida, mais il dit que ça fait partie en fait des traditions. Je vais vous dire. Je suis Nîmois. Je vais vous dire comment ça se passe dans une ville de taureaux comme Nîmes. On va à la feria. Ok, tout le monde va à la feria, donc on fait au moins la fête le soir. Il y a ceux qui pendant la journée vont à la corrida et ceux qui n'y vont pas. La plupart des gens qui n'aiment pas la corrida n'y vont pas. Ceux qui aiment, ils vont. Et en fait, les Antilles, comme on les appelle dans le sud et à Nîmes en particulier, sont extrêmement minoritaires. Dans les villes de taureaux, en fait, ils sont extrêmement minoritaires. Ils disent le spectacle ne me plaît pas, je n'y vais pas. Et souvent, les opposants les plus virulents, ils ont le droit de l'être, mais sont des gens qui ne sont pas du tout des locaux. Et la réalité, c'est effectivement que c'est un sujet qui est transpartisan. Et il n'y a pas plus de raison aujourd'hui d'interdire la corrida qu'hier. Il faut savoir aussi que pendant un moment où certains opposants ont voulu interdire la corrida aux enfants. Alors qu'il y a quelque chose qui est très fort dans la corrida, c'est que les gens se retrouvent en famille, et puis même des gens que vous ne connaissez pas, faites toujours des rencontres dans les corridas. Donc, il y a toute une partie de la réalité qui n'est pas vue. Et puis, ce qu'a dit Judith Vintrobe à l'instant est très important. C'est qu'en fait, ce que fait Aymeric Caron, c'est qu'il utilise des images chocs de corrida pour dire regardez, c'est mal, mais quand il y a des combats de coqs, il dira rien. Voilà. Et parce qu'il y a des intérêts politiques derrière. Oui, mais c'est pas parce qu'Aymeric Caron ne dit rien sur les combats de coqs à tort qu'il n'a pas raison de s'élever contre la corrida. Et il y a d'autres endroits pour faire des rencontres, pardonnez-moi. C'est quelque chose qui est toujours ignoré. En regardant un taureau se faire charcuter. Quelque chose qui est toujours ignoré en fait. Mais il y a aussi les courses de taureaux tout simplement en ville, dans les justement dans les villes autour de Nîmes. Sans mise à mort. Mais c'est ça, sans mise à mort, qui sont spectaculaires et là qui réunissent plus de monde. Regardez, en fait, c'est quoi la suite ? Concrètement, il y a des corridas portugaises. Les corridas portugaises, on ne tue pas le taureau dans l'arène, on le tue derrière. Mais ça sera quoi la suite ? C'est en fait. On peut avoir des corridas, on peut pas avoir de corrida où on tue le taureau dans l'arène, on peut avoir que des corridas portugaises. Qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait plus ce genre de spectacle. Et après, on nous dira, en fait, il n'y a plus de course landaise, il n'y a plus de course camarguaise, parce que dans la course camarguaise, en fait, alors que le taureau n'est pas du tout tué, la course camarguaise, et bien en fait, le taureau est au milieu, et du coup, on ne pourra plus le faire. Non, mais est-ce que vous avez déjà assisté à une corrida ? Moi, j'ai assisté à pas mal de corridas. C'est pas un spectacle que j'affectionne, mais c'est un spectacle que je suis du Sud-Ouest, évidemment, dans ma région. C'est culturel d'y assister. Pardonnez-moi, mais enfin, le voir un taureau se faire labourer les flancs par le picador pendant des minutes entières, tout ça pour l'affaiblir, pour pas que le torero soit en danger. Pardonnez-moi, c'est barbare. Donc c'est même si c'est culturel, c'est barbare. Donc il y a certainement des façons de faire évoluer ce spectacle de façon à ce qu'aujourd'hui, où on prend un peu plus en cause le droit des animaux, on puisse les respecter. D'un mot, et puis ensuite on va passer à un autre sujet. Le spectacle a déjà évolué en fait depuis des années. Ce qu'il faut voir, c'est que la corrida, c'est un combat. C'est un combat. Si on veut pas voir de combat, on va pas à la corrida. C'est arrêté. Après, j'entends qui est dans l'air du temps des émotions vis-à-vis de ce genre de combat. Mais la réalité, c'est que c'est juste un combat dans l'arène avec un homme qui risque aussi sa peau. On verra s'il y aura un combat dans l'arène politique. L'homme est volontaire. Et juste sur la cause, moi, j'ai pas dit si j'étais contre la corrida. Moi, j'ai juste soulevé. Vous hésitez. Et d'ailleurs, notre table. Mais tout le monde a le droit d'être pour. Voilà. Mais non, moi, je suis effectivement plutôt pour une adaptation, comme vous l'avez dit, une corrida sans mise à mort du taureau. J'aimerais juste inviter
les auditeurs à lire le dernier Lucky Luke, que je trouve génial, si je peux me permettre. Ah bon? Ah bah oui, Lucky Luke, ça s'appelle l'Arche de Rantanplan, où c'est justement dans le Far West, c'est-à-dire dans une terre où justement il y avait une habitude de violence entre les hommes, vis-à-vis aussi des bisons, des animaux, etc. C'est une sorte de témoignage sur une sorte de premier Brigitte Bardot, mais au 19e siècle. Il est génial. Il est vraiment génial. Allez, à lire absolument. On continue notre tour de table. Il nous reste quelques minutes. On envoie la pub parce qu'on a un petit peu de retard et ce sera le coup de gueule de Samuel Lafont autour des associations de migrants. Je pense qu'il va y avoir débat. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Patrick Roger. Oui, vous avez bien entendu, c'est Patrick Roger, c'est pas Valérie Expert. On lui passe un petit coucou, elle sera bientôt de retour. Un petit peu de repos pour Valérie. Les débatteurs ce matin, Samuel Lafont, Judith Ventrop, Pascal Bataille et Michel Taube. On parlait beaucoup de corrida tout à l'heure et c'est vrai qu'il va y avoir ce débat à l'Assemblée nationale, s'il y a débat, parce que vous nous disiez, en fait, Judith Ventrop, c'est possible que finalement ça n'ait pas lieu, quoi. L'exécutif est tellement embarrassé, Michel Par Taube, cette histoire. le souligne à juste titre, quoi. Parce que le gouvernement qui va répondre, quoi. est très divisé sur la question. Marc Fesneau, qui est le ministre de l'Agriculture, voilà, c'est ça, qui lui a dit qu'il voulait maintenir les corridas. Ou Éric Dupond-Moretti, qui lui très aussi aficionados, quoi, bien sûr, répondre. Donc en fait, la stratégie consisterait à faire traîner les sujets qui vont arriver avant dans l'hémicycle pour qu'on n'ait plus le temps. C'est une niche parlementaire, c'est-à-dire un moment réservé à un groupe de l'opposition pour qu'on n'ait plus le temps de discuter de l'amendement corrida. On va voir ça. On continue le tour de table avec Samuel Lafont. Vous, votre coup de gueule, c'est sur les associations de migrants. Absolument, et notamment sur cette histoire d'Ocean Viking. Donc l'Ocean Viking, c'est un bateau qui est en mer actuellement, qui est un bateau affrété par l'association dite ONG SOS Méditerranée. Et en fait, dans tout ce stratagème-là immigrationniste, on se moque du monde. Pourquoi je dis ça? En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des ONG qui sont complices des passeurs. Des passeurs amènent des migrants clandestins, souvent des côtes de l'Afrique, vers dans les eaux de la Méditerranée, préviennent les ONG, on le sait, préviennent les ONG, disent on va abandonner les migrants, ils les mettent sur quelques rafios. Là, vous avez les ONG qui débarquent avec des gros bateaux comme le Ocean Viking. De belles photos sont prises pour les médias et après ces ONG disent regardez, ces pauvres malheureux, si on fait rien, ils vont être à l'eau. Sauf qu'il y a bien un bateau qui est de passeurs qui a fait payer ces migrants-là pour les amener au milieu de la Méditerranée. Et après l'Ocean Viking en question, le bateau nous dit il faut absolument que les personnes arrivent en Europe. Non, la réalité, c'est que si le bateau doit aller quelque part, c'est qu'il doit retourner en Afrique. Et le véritable problème aujourd'hui, ça me rappelle quelque chose. Mais c'est un véritable sujet. Si on respecte le droit, maritime, là le bateau a forcé pour essayer d'aller en Italie. L'Italie a dit non, c'est la France qui va accueillir. La France est bien gênée et on voit bien que c'est un débat actuellement. Et moi, j'invite les Français à se mobiliser sur le sujet. Il y a en ce moment-là, au moment où on parle, un hashtag qui monte Stop Ocean Viking sur Twitter, parce qu'en fait, les Français en ont marre non seulement de l'immigration, mais aussi de se faire avoir. De ces gens qui sont sur ce bateau, il faut dire stop. Il faut dire stop dès le début et arrêter de se cacher derrière son petit doigt. En fait, si on laisse faire ces ONG, donc il faudra aller travailler en Libye, notamment, d'où beaucoup de bateaux partent. Pas seulement, bien sûr, mais et en fait, à chaque fois qu'on laisse ces bateaux venir et qu'on se laisse avoir par ces ONG, alors qu'on sait très bien comment elles fonctionnent, eh bien, on maintient la pompe aspirante d'immigration pour des pauvres gens qui vont arriver en France, qui n'auront rien à faire en Europe. Les ONG, elles travaillent aussi pour sauver quand même ces gens. Non, alors la première chose à dire, c'est une catastrophe et un drame humain. À chaque fois, de ces migrants qui sont instrumentalisés, c'est abominable. Ce que vient de dire Samuel Lafont, Emmanuel Macron l'avait dit à peu près en ces termes, rappelez-vous, en 2018, en parlant de complicité objective entre certaines ONG et les passeurs. Parce qu'effectivement, il y a des informations qui s'échangent. D'ailleurs, actuellement, en Italie, il y a une enquête judiciaire en cours contre une de ces organisations non gouvernementales. Le seul pays qui ait réussi à arrêter cette tragédie, c'est l'Australie. Comment a fait l'Australie? En 2013, ils ont commencé à arraisonner les bateaux d'ONG avec les migrants. Ils ont renvoyé les bateaux à leur destination de départ, parce qu'il y a quand même des pays qui leur donnent le droit de naviguer, qui leur donnent pavillon. Donc, premier
premier niveau d'action. Les migrants ont été emmenés, alors là, en l'occurrence, ça a été souvent en Papouasie, Nouvelle-Guinée, avec laquelle l'Australie a conclu des accords pour qu'il y ait des centres où les migrants sont recueillis dans des conditions décentes et ensuite renvoyés chez eux pour que l'arrivée par la mer ne soit plus possible en Australie. Alors on me dirait que tout n'est pas reproductible en France, ni même en Europe ou en Italie, mais si on ne prend pas de mesures, il n'y a aucune raison que ce drame s'arrête. Et vous savez ce que ça a fait ? Ça a permis de faire baisser énormément le nombre de morts en mer. C'était le premier objectif. Parce qu'en fait, c'est après une tragédie que la décision a été prise. Vous ne venez plus, et l'opération s'appelait Frontières souveraines. C'est ça. Et en fait, vous dites, vous ne venez plus, vous n'avez plus ces bateaux qui arrivent avec des gens qui jouent avec eux. Parce qu'il y a des gens qui jouent avec eux. Les passeurs d'un côté, les ONG par la publicité, et après vous avez des gens qui meurent, tout bêtement, qui meurent noyés, parce qu'en fait, on n'a pas agi. Là, l'Australie agit, et la France peut agir de la même manière, mais seulement il faut être ferme. Il ne faut pas se savoir. Michel Taube. Moi, la seule solution que je vois, d'abord, il faut bien se dire qu'il va y en avoir beaucoup des affaires comme celle-là. Parce que l'Italie a changé de Premier ministre. Madame Meloni a il y avait déjà Salvini quand il était ministre de l'Intérieur, il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans, mais là maintenant elle est Première ministre, elle a une politique qui est assez claire et je pense qu'on va avoir beaucoup des bateaux comme cela que l'Italie va refuser d'accueillir et donc on n'en est qu'au début d'une longue histoire qui va durer. Premièrement. Deuxièmement, il y a 200 kilomètres entre les côtes tunisiennes et les côtes italiennes. C'est tout, c'est très proche, c'est extrêmement proche. Moi, la seule solution que je vois, parce que la Libye, c'est un peu un pays anarchique où honnêtement, il est difficile, même s'il y a des efforts de stabilité dans le pays, mais enfin bon, c'est quand même un pays qui est encore mafia, en fait, très, qui exploite. Il y a un pays qui est la Tunisie, qui est un pays dont on est proche, qui est un pays dont le président de la République essaye d'instaurer une certaine stabilité, même s'il est très très critiqué, qui a besoin de moyens, qui a besoin de budget. Essayons de trouver avec la Tunisie le moyen d'en faire un hub d'accueil. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de boulot et ça va très mal en Tunisie. C'est une question aussi de budget. Si l'Europe dit à la Tunisie, on vous finance la mise en place d'un hub d'accueil et de retour, effectivement, comme le disait Judith à l'exemple de ce qu'a fait l'Australie, en Tunisie, les gens fuient la Tunisie en fait aujourd'hui vers l'Europe. Soutenons, donnons les moyens à la Tunisie. Est-ce que c'est la solution? Je sais pas. J'ai pas dit que c'est la solution, mais c'est peut-être la moins mauvaise des solutions si l'on ne veut pas. Et c'est comme la liberté des peuples européens de dire on ne veut pas accueillir toute la misère du monde, parce que ça revient à cela. Il y a un autre pays qui fait le job. Parce que ces gens qui prennent. Non mais attendez, Michel Taube, ces gens qui prennent le bateau, ils pourraient très bien aller parce que la Libye, la Tunisie, c'est juste à côté. Mais on est quand même ils pourraient y aller, mais ils ne veulent pas. Non mais je sais, mais ils ne veulent pas aller en fait en Tunisie. Il y a un autre pays. Il y a un autre pays dont on ne parle quasiment jamais et qui fait le job et qui fait un boulot très très difficile, vraiment très difficile. C'est le Maroc. Le Maroc mobilise des moyens sécuritaires très importants pour empêcher la venue de dizaines de milliers de migrants qui voudraient venir en Europe et dont ni l'Espagne ni l'Europe ne veulent. Et donc, si vous voulez, il y a quand même des moyens d'action pour pouvoir retenir ou s'ils prennent la mer et qu'effectivement, quelque part, ils nous prennent en otage, ces organisations, ces navires. Ils nous prennent en otage. Ils nous mettent devant le fait accompli. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, qui a créé l'association SOS Méditerranée ? Donc, qui est en fait à la tête. C'est un armateur. C'est un armateur, monsieur Francis Valla, qui est français. Qui a toute sa vie fait carrière dans... C'est un viking, pavillon norvégien, je crois, non? Oui, mais je parle de l'association SOS Méditerranée, qui est une des principales associations qui finance des bateaux. Toute sa vie, il a fait carrière, il a fait fortune dans la marine marchande, d'accord? Et arrivé à un certain âge, j'imagine que sa mauvaise conscience a dû le frapper et c'est très bien, c'est pas une critique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas non plus... Encore une fois, ce sont des courroies de transmission de ce phénomène d'aspiration auquel on commence à peine à faire face et sur lequel les peuples européens ont le droit, je pense, de dire non. C'est un point très important. En fait, les peuples européens ont le droit de dire non. Et la réalité, c'est que les immigrationnistes aujourd'hui qui soutiennent l'immigration illégale massive qu'on subit ne donnent jamais la limite.
Personne ne donne jamais le chiffre. Il faut combien? Il faut qu'on accueille 10 millions, 50 millions, 100 millions, 200 millions, 1 milliard? Combien? Ils vous diront jamais. La réalité, c'est que si on les écoute et si on suit ce qu'ils veulent, eh bien, ça sera fini de notre pays. Oui, Pascal très rapidement, deux choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas confondre le conjoncturel et le structurel. Le conjoncturel, c'est 234 personnes que le gouvernement Macron, à mon sens, est obligé aujourd'hui d'accueillir en France. Pourquoi? Parce que sinon, il dit que Grégoire de Fournas avait raison à l'Assemblée nationale de dire que ce bateau et ces personnes devaient repartir en Afrique. Donc si Macron aujourd'hui n'accueille pas les 234 personnes sur notre territoire, il donne raison à Grégoire de Fournas. À lui de voir ce qu'il veut faire. Et deuxième problématique, c'est évidemment la problématique large, la problématique structurelle. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce problème? Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Judith. Il y a, comme l'Australie le montre, des moyens de lutter comme ça, mais ça ne peut se faire, à mon sens, qu'au niveau européen. Ça ne peut pas se faire au niveau français, italien, espagnol, etc. Et donc c'est uniquement au niveau de l'Europe qu'on peut et qu'on doit absolument prendre une position ferme et définitive là-dessus. Et s'il n'y a pas de consensus, eh bien il faut se battre pour en obtenir un, parce que je ne vois pas comment on pourra avoir des solutions. Sinon ils vont se renvoyer comme ils le font aujourd'hui entre l'Italie et la France, le ballon. L'Europe sur ce point n'a jamais été aussi unanime. Regardez les gouvernements en exercice, je n'en connais pas un qui considère que l'Europe doit accueillir tout le monde. Mettez-vous d'accord, on poursuit jusqu'à 10h. Dans un instant, on va revenir sur la laïcité avec une circulaire qui est parue ce matin au journal officiel, me semble-t-il, de Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation. Alors il a un petit peu tergiversé, il a attendu et puis finalement il a vu les chiffres. Il y a eu quand même 720 signalements qui ont été recensés en octobre contre 333 en septembre, avec des tenues vestimentaires, notamment certains signes, d'où la circulaire qui est parue ce matin. Elle ressemble beaucoup à ce qui existait déjà auparavant. On va voir ça avec vous. Il est 9h40 sur Sud Radio. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Patrick Roger. Jusqu'à 10h avec Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, Judith Van Traub, grand reporter au Figaro Magazine, et Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Comment il va ce parti d'ailleurs? Il va très bien. Vous êtes sûr? Absolument. Il n'y a pas de député, on ne vous entend pas. Alors, on a pas eu de député, vous ne l'avez pas manqué, mais on a eu un sondage récemment qui montrait que on gagnerait quelques points si on devait faire législative à nouveau aujourd'hui. Et surtout, en fait, on se projette dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des échéances électorales, les européennes, les municipales, avec déjà des gens, des cadres chez nous qui préparent les municipales. Et donc Zemmour continue la politique. Absolument, il continue la politique et pour terminer, je croyais qu'il s'interrogeait encore un peu. Il continue la politique et on va occuper l'agenda médiatique et en plus préparer, ce qui est très important pour nous, préparer les fédérations, et on fait un grand meeting là le 4 décembre pour fêter l'anniversaire de Reconquête, parce qu'on a 131 000 adhérents et donc on fait ça à Paris le 4 décembre. Alors sur la laïcité, Pape Ndiaye finalement donc publie une circulaire là ce matin avec une forme de fermeté sur les tenues vestimentaires dans les écoles, dans les établissements scolaire. Judith Van Traub, vous qui connaissez bien ce sujet, pourquoi il a mis du temps finalement avant de la publier, cette circulaire, alors qu'il y avait une alerte dès la rentrée? Rappelez-vous précisément quand il y a eu cette alerte à la rentrée sur la multiplication des tenues islamiques et des voiles, il a dit: moi je suis un scientifique, je vais lancer une étude pour voir si c'est vrai. Donc il lui a effectivement fallu du temps. Remarque, il faut se baser sur des faits, pardon, c'est vrai. On les connaît. La presse, il y a un comité des sages Patrick, de lui, la presse n'est pas mal placée pour ce qui est de rappeler les faits, d'enquêter et de les montrer. Et d'ailleurs, parfois monter en épingle aussi la presse. Elle a été efficace à plusieurs reprises. Et je parle notamment du Figaro Magazine, puisque je prêche pour ma chapelle aussi. Non, mais bien sûr. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a eu un peu de réticence au départ? Parce que quand on lit ses ouvrages et quand on regarde ce qu'il a déclaré, Pape Ndiaye est quelqu'un qui pense que l'islamo-gauchisme est une expression inventée par l'extrême droite, et là je cite les mots qu'il a employés, c'est pas un phénomène qui a une réalité. Donc évidemment, il n'est pas le mieux placé pour lutter contre l'islamo-gauchisme quand il déferle dans l'enseignement. C'est pour ça qu'il a un peu tergiversé au fond. Alors, selon vous. Tant mieux s'il en a pris conscience. Je suis vraiment la première à m'en réjouir. Mais maintenant, je demande des preuves d'efficacité. Et il ne faut pas simplement soutenir les profs qui sont au front, au combat
contre ces provocations, contre cet entrisme islamiste, il faut aussi, et ça c'est un aspect qui pour l'instant n'est pas du tout abordé, et je le regrette parce que dans mes enquêtes ça a toujours apparu, c'est nettoyer les filières d'enseignement, de formation des enseignants, parce qu'elles sont sur la laïcité, vous voulez dire, notamment sur l'islamisme. Elles sont complètement infiltrées de ce qu'on appelle l'idéologie diversitaire. Vous regardez sur les sites de l'éducation nationale, y compris Canopé, qui est un site auquel se réfèrent les profs, vous lisez des trucs invraisemblables. Donc il faut faire un grand nettoyage et que l'éducation nationale commence par la formation des profs. Vous savez que je défends que Frédéric Thiriez, l'ancien patron de la Ligue de foot professionnelle, une campagne, enfin on mène une campagne pour inscrire un titre de la laïcité dans la Constitution, parce qu'on pense que notamment les enseignants, les directeurs d'école ne sont pas assez armés pour pouvoir justement dire à des personnes qui voudraient porter le voile, comme c'est d'ailleurs de plus en plus le cas dans les écoles. Moi j'en ai déjà vu, ma fille dans un collège parisien, j'ai déjà constaté des manquements à la laïcité. Mais vous avez dit une chose tout à l'heure, Patrick, qui est très important. Vous avez dit la circulaire qu'a présentée, qu'a adoptée, qu'a diffusée le ministre avait déjà été faite dans le passé. Donc, je suis 2004, désolé, il n'y a rien de nouveau. C'est pas parce que... Ce que disent certains observateurs du dossier. Ça fait chaud. Non, moi, il y a un fait très concret qui n'a pas été assez dénoncé. Lorsqu'il y a eu les 2 ans de la mort de Samuel Paty, donc c'était il y a le 16 octobre, 15-16 octobre, au même moment, vous aviez le ministre qui tenait une cérémonie d'hommage à Samuel Paty à la Sorbonne. Et au même moment, dans les établissements de France, il avait été clairement laissé à la libre appréciation de chaque directeur d'école et au final de chaque professeur de rendre hommage ou de ne pas rendre hommage à Samuel Paty. Et la réalité, c'est que moi j'ai mené ma petite enquête dans une dizaine de collèges. D'accord, dans une dizaine de collèges. Eh bien, il y en a de très nombreux où rien n'a été fait. Parce que la décision a été prise de ne pas rendre hommage à Samuel Paty. Pour des raisons qui sont la peur, l'hypocrisie, et plein de choses comme ça. Et donc, si vous voulez, la réalité, c'est qu'il y a une communication, j'aimerais terminer, il y a une communication globale qui est de dire, effectivement, le ministre Pam Ndiaye prend en charge cette question de la laïcité, mais dans la réalité, c'est que on met sous le tapis et qu'on en parle le moins possible. Et ça n'a pas encore changé. Et je ne sais pas si l'actuel ministre sera à la hauteur de son prédécesseur, Jean-Michel Blanquer, qui a quand même, à mon avis, payé très cher ses convictions laïques fortes. Vous croyez que c'est ça? Je pense que c'est une des principales raisons. Sa réforme qui est mal passée, en fait, sur le bac. Ça n'a pas aidé. Je pense que Samuel. Oui, cette rentrée est dure pour Pap Ndiaye, parce que le réel lui donne tort. Le réel lui donne tort et ça va être très difficile pour lui de l'accepter. La réalité, c'est qu'elle est circulaire, mais la com ne suffira pas. Comme vous l'avez dit, on planque sous le tapis des problèmes. Je pense qu'on va se retrouver avec un hashtag pas de vague. La réalité, c'est que maintenant, les profs ont peur. Et je me mets à leur place, les profs ont peur. Ils se retrouvent face à des adolescents et de plus en plus jeunes, lycée, collège, mais on a vu que même dans les écoles primaires, on a des problèmes dites atteintes à la laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire, atteinte à la laïcité? Ça veut dire qu'il y a l'islamisation et qu'il y a des revendications islamiques à l'école, au collège, au lycée. Ces profs ont peur, ils sont délaissés, ils n'ont pas envie de finir comme Samuel Paty. On les comprend. On a de plus en plus de profs qui se font menacer. Nous, on a lancé une campagne, on n'est pas les seuls, mais protégeons nos enfants. On a des très nombreux témoignages dans les collèges, dans les lycées et à l'université, mais notamment dans les lycées, avec des choses délirantes. Avec des profs qui ont vraiment peur, qui se font agresser, qui se font menacer et qui ne le disent pas. Les signalements qu'on a là, les quelques centaines de signalements, mais c'est rien par rapport à la réalité de ce qui est en train de se passer. Et la réalité aussi, c'est qu'on a une accélération du phénomène. Ce problème d'islamisation, on l'avait déjà auparavant. Mais là, depuis la rentrée, ça va de plus en plus vite parce qu'en plus, il y a un concours entre tel ou tel lycée, tel ou tel collège. Nous, on vient avec telle tenue islamique, on va au lycée comme si on allait à la mosquée, et puis l'autre veut pareil, l'autre fait pire. Et en fait, vous avez vu une polémique sur les photos de classe où ils voulaient venir en photo de classe avec cette tenue islamique. Et en fait, ça va aller de plus en plus vite. Le problème aussi, et je termine là-dessus, c'est que c'est pas seulement l'éducation nationale à gérer ça.
c'est qu'il y a des problèmes de sécurité qui sont liés à ça. Et en fait, les profs, ce n'est pas leur job de faire ça. Donc, ils doivent être absolument défendus par la hiérarchie. Et on doit prendre le problème dans sa globalité, qui n'est pas seulement lié à l'école. Oui, c'est vrai. Pascal Bataille Non, moi j'ai là-dessus une position parfois très réactionnaire. C'est que je pense que, par exemple, on devrait, pour lutter très efficacement contre... Ah oui, l'uniforme. L'uniforme. Ah oui, c'est ce que vous voulez dire. L'uniforme. Ah oui, complètement. Bien sûr. Pascal, c'est pas réactionnaire du tout. Mais moi, non, mais c'est vrai, ça fait des années qu'on en parle de l'uniforme. Ce n'est qu'un des petits aspects du problème, parce que Judith a raison de dire qu'il faut aussi aller voir comment sont noyautés les réseaux de formation de profs, etc., que Samuel Lafont soulève d'autres sujets aussi. Mais déjà, prenons quelques mesures fortes et symboliques. L'uniforme, c'est quelque chose d'absolument égalitaire, c'est quelque chose d'absolument qui dissimule. Et pour le coup, parce que oui, il y a l'islam, mais il y a aussi d'autres religions qui de plus en plus profitent de ça pour imposer à nouveau leurs signes distinctifs, pour imposer parfois des quelle est la fêtes. Religion dont, non mais non, on n'est pas en train de faire un concours, Judith. Où les enfants refusent de un petit garçon refuse de s'asseoir à côté d'une petite fille, par exemple. Je connais des écoles où il n'y a pas d'examen les jours de fête juives, voilà. Donc je vous parle d'atteinte au principe. On n'est pas en train de faire une compétition entre religions, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de dire que si on prend pas des mesures fortes et symboliques à la fois, on n'y arrivera jamais. Est-ce que un uniforme n'empêche pas de porter un voile? Vous vous intéressez beaucoup aux parce que le voile c'est sur la tête, aux questions d'éducation justement. Est-ce que vous croyez pas aussi qu'il y a une forme d'effet d'entraînement entre les ados, quoi, aussi l'entraînement, c'est-à-dire lui le porte, etc. Oui, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on fait face à des ados qui sont dans la provoque? On sévit tout de suite. La seule façon, un enfant demande des cadres. Si ça ne répond pas en face, si l'autorité n'est pas là pour poser des contraintes qui sont même pas nécessaires, mais vitales à l'éducation, eh bien l'enfant il est paumé et il va continuer. Vous savez, on nous a expliqué pendant des années, des décennies, qu'il n'y aurait pas de conséquences à l'immigration massive. Qu'en fait, peu importe qui vient en France, tout le monde vivra de la même manière, il n'y aurait pas d'opposition entre les communautés. Là, on voit la réalité en face. En fait, on a des enfants d'immigrés qui veulent vivre selon les lois de l'islam, et c'est de plus en plus fréquent. Alors qu'il y a parfois des parents qui eux-mêmes ne voulaient pas vivre, en fait, il y a quelques générations, bien sûr. C'est un argument, mais honnêtement, non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais peu importe. La conséquence pour les Français maintenant, c'est de voir que dans le pays, on a des communautés différentes et qu'il y a des gens qui ne vivent pas comme les autres, et notamment parce qu'ils veulent vivre à l'islamique. Et quand il y a des sondages qui sont faits, on voit dans les plus jeunes que le sentiment lié à la religion islamique est de plus en plus fort et pas du tout lié à la France. Et donc concrètement, oui, l'immigration massive a eu des conséquences. Et quand on parlait tout à l'heure des bateaux d'immigrés clandestins qui s'ajoutent à l'immigration légale, ça a des conséquences. Il faut arrêter de croire qu'on va faire venir des centaines de milliers, des millions de personnes en France et que tout le monde va se comporter de la même manière. Un gamin de 12 ans ne se traite pas comme un théologien ou comme un salafiste éprouvé. C'est vrai, mais c'est les parents. Ça reste des gamins. Oui. Mais le problème, c'est que... Pour les comportements de gamins, il faut des réponses avec l'influence des réseaux sociaux qui impose à des adultes députés élus de la République de porter une veste à l'Assemblée nationale. On est obligé de le dire parce qu'effectivement certaines valeurs se perdent. Alors si on n'est pas capable de le faire pour des enfants et qui seront ces futurs adultes qui auront à respecter les valeurs de la République. Je pense que ça revient honnêtement, de plus en plus de gens en parlent positivement de l'uniforme, y compris chez les jeunes, parce qu'ils voient en fait des effets négatifs de l'absence de. C'est un autre débat. Merci Samuel Lafont, Judith Ventrop, Pascal Bataille, Michel Taube. Et puisqu'on parle d'école aussi, vous savez que c'est la journée mondiale de lutte contre le harcèlement et le harcèlement scolaire. Un enfant sur 10 qui est harcelé. Et si vous n'avez pas entendu, je vous conseille de réécouter sur notre site internet ou notre chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux le témoignage de la maman de Juliette que nous avions ce matin à 7h15, qui racontait, parce que sa fille s'est suicidée donc il y a 6 ans. Elle s'est jetée sous un train parce qu'elle était victime de harcèlement. Elle ne le disait pas à ses parents, elle l'avait dit à ses copains, ses copines, et y compris aussi à l'établissement scolaire qui n'a pas fait un signalement. Et donc elle a pris la parole ce matin sur Sud Radio pour dire il faut regarder en fait autour de soi quand vous avez des enfants. Alors il y a des enfants qui sont harcelés, et puis il y a les familles aussi qui peuvent avoir des enfants qui sont harceleurs, et donc il faut faire beaucoup de prévention. Je tenais en fait à le dire. Merci à tous les quatre. Dans un instant, ça continue avec Franck Tapiro qui parlera et qui sera invité de Gilles Gansman pour parler Coupe du Monde au Qatar.
est-ce qu'il faut la boycotter ou pas, et toutes les influences en fait publicitaires aussi derrière ça. Jean-Jacques Bourdin, tout à l'heure, à 10h30, qui recevra entre 11h et midi Michel-Édouard Leclerc. Et vous pouvez poser des questions en direct à Michel-Édouard Leclerc, évidemment, vous le savez, sur Sud Radio, 0826 300 300. Et Dédé Berkoff sur le pont, il dort là encore un petit peu, mais il va se réveiller. Il est de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. On le retrouvera tout à l'heure à Washington, entre midi et demi et 14h, pour revenir notamment sur ces élections américaines de mi-mandat.